Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous après ce repas. On est sur la table ronde. Quelle solution pour décarboner la captation sportive? Je vais laisser le petit mot d'introduction à la DG d'EcoProd pour présenter un peu les travaux et ce qu'est EcoProd. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis d'être là et de pouvoir se retrouver ici au sein de Sport Définition pour présenter officiellement notre guide sur la captation sportive éco-responsable. L'actualité nous rappelle que c'est absolument essentiel de se pencher sur ce sujet dans tous les domaines du secteur audiovisuel. EcoProd, c'est une association qui accompagne la transition environnementale du secteur audiovisuel au sens large. Donc effectivement la captation sportive, mais aussi le cinéma, la publicité et l'audiovisuel, les séries télé, etc. On est très heureux d'avoir pu rassembler un nombre important d'acteurs symboliques et prépondérants sur ces sujets pour écrire ce guide qui, j'espère, va pouvoir être largement diffusé. Donc au premier rang desquels nos speakers aujourd'hui. On a travaillé en coopération avec Maël Besson de Sport 1.5 et son équipe. Et évidemment, un certain nombre d'acteurs du milieu sportif, des acteurs du secteur audiovisuel, les adhérents d'EcoProd. Voilà, donc on est heureux de vous présenter le résultat aujourd'hui. Merci Pervenche. Vous nous entendez bien? Si vous nous entendez pas trop, vous avez un petit QR code avec pour écouter. Voilà, il y a quelqu'un qui a. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. On a Delphine Christian. C'est comme ça qu'on prononce? Parfaitement. Magnifique. Ouais. Qui est directrice technologie de Bein Sport. Et de production. Et de production, pardon. Le casquette, pas de souci. Christophe Schatz. C'est comme ça aussi? Oui, bonjour. Magnifique, bonjour. Directeur de prod de Canal+ Sport. Et puis Marc Fouquet, qui est directeur de prod chez AMP, qui est un des grandes boîtes de production de l'audiovisuel sportif. Prestataire technique. Prestataire technique, pardon. Alors, comme l'a dit Pervenche, en fait, ça fait maintenant un an et demi qu'on se côtoie, qu'on a réfléchi, notamment autour de l'élaboration de ce guide de la production audiovisuelle éco-responsable, avec cette question de comment on fait notre part sur ces sujets de décarbonation de nos grands événements sportifs, de nos modes du sport. Donc on a pas mal de diffuseurs, d'ayants droit, de boîtes de production et d'acteurs du sport, hein, la LFP, LNH, voilà, pas mal d'acteurs qui nous ont aidés à élaborer ce guide. Il aborde un peu tous les sujets de la production, que ce soit l'approvisionnement électrique, le déplacement des personnes, la question de la transmission, diffusion des données numériques. Donc voilà, donc je vous invite à aller le télécharger, il est évidemment gratuit, vous pouvez le consulter. Il y a pas mal de recos, il y a 8 fiches thématiques et des recommandations sectorielles. Et ça permet d'avoir une première base de tout ce qui a pu être identifié comme solution de décarbonation de notre sujet. Première question pour toi, Marc. En fait, vous avez fait, il me semble, avec Canal+, le bilan carbone d'une captation d'un match de top 14 sur Paris. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 35% du poids carbone qui venait du groupe électrogène. Dans les grands événements, c'est souvent un sujet. Le groupe électrogène qui consomme du gasoil. Vous, qu'est-ce que vous faites pour arriver à réduire l'utilisation des groupes électrogènes? Bonjour à tous. Alors ce que l'on fait directement ou indirectement, en tout cas ce que l'on a fait, c'est déjà se poser les bonnes questions. Les bonnes questions sur le recours au groupe électrogène. C'est déjà, est-ce qu'il est nécessaire de l'utiliser tout le temps? La réponse est non, puisque souvent on nous demande des groupes secours. De ce fait, le groupe secours, on s'aperçoit que ce qui consomme le plus, finalement, ce sont les livraisons et la reprise de ces groupes. C'est exactement le sens de l'infographie du guide qu'on a repris là. On voit bien le poids du déplacement versus le poids d'utilisation. Ouais. Et ça a été tout l'enjeu finalement, ou tout le bénéfice de ces travaux entrepris dans le cadre de ce guide. C'est que ça nous a permis de se dire, mais en fait, est-ce qu'il est opportun de déplacer ces groupes à chaque fois?
Donc on a fait une petite étude à la fois économique sur quel serait l'impact si on laissait ces groupes sur un certain nombre de stades. On a commencé par la Ligue 1. On a vu qu'économiquement, le coût du transport impactait le plus finalement ces déplacements au-delà de l'aspect carbone. Donc on a vu qu'on pouvait être à isopérimètre en laissant ces groupes à l'année. Donc au final, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais on s'est aperçu que sur une saison complète, on arrive à économiser à peu près 18 500 km. Et ce qui fait à peu près dans les 16 tonnes CO2 économisées. On a déployé ça à partir de 2022-2023. On est monté en charge. 2022 ou 2023, on a commencé gentiment sur quelques stades de Ligue 1. On a étendu ça au top 14 et aujourd'hui aussi sur la Pro D2. Et on arrive à ce résultat. On a dû partir dans les 4 tonnes et aujourd'hui on est à 16. On peut encore faire mieux, c'est exponentiel. Voilà. Alors, ce que l'on doit, je terminerai là-dessus, c'est que les championnats, notamment de Ligue 1, de Pro D2, de top 14, un petit chiffre là aussi, c'est il y a 18 clubs, il y a 34 journées, donc je vous laisse imaginer le nombre de prestations. Pour nous, c'est 300 prestations par championnat quasiment. Donc multiplié par le nombre de championnats, ça fait énormément de déplacements. Voilà, donc on a essayé de massifier finalement cet aspect du transport et des livraisons reprises. Oui, effectivement, d'éviter de déplacer à chaque fois le groupe électrogène, ça évite un certain nombre de kilomètres parcourus. L'étape d'après, c'est de l'utiliser uniquement en secours et en ressource principale énergétique, d'être plutôt sur le réseau quand c'est possible. Et est-ce que ça, s'il y a des freins, qu'est-ce qu'il faut avoir aménagé pour arriver à le passer en secondaire? Alors là, je vais laisser la main à mes confrères. Nous, on ne fait que répondre à des cahiers des charges qui émanent des diffuseurs, et les diffuseurs eux-mêmes mettent en place des cahiers des charges à notre destination qui émanent eux-mêmes de cahiers des charges des ayants droit. Donc voilà, nous, en tant que prestataire technique, si on nous démontre la fiabilité des installations, on pourra faire des recommandations pour ne pas utiliser ces groupes. Voilà. Du coup, Christophe, pour vous, c'est quoi à qui repose la décision d'arriver à passer ces groupes électrogènes en source de secours et passer sur en source principale le réseau? Bonjour tout le monde. Déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi on a besoin d'un groupe électrogène. Le groupe électrogène nous permet de trouver de l'énergie pour assurer une bonne captation de l'événement sportif. À l'heure actuelle, il n'y a pas de site ou très peu d'enceintes sportives qui nous proposent une énergie propre, une énergie électrique qui nous permettrait de produire sans risque de coupure électrique. Donc c'est pour ça qu'on rajoute un groupe électrogène. Après, il y a le choix, qu'est-ce qu'on fait de ce groupe électrogène? Il est vrai, comme Marc le disait, tout au début, le groupe électrogène qu'on prenait, on le mettait en source principale parce que c'était notre groupe électrogène ou celui qu'on prenait chez le prestataire. Donc on avait confiance en le groupe électrogène. On a travaillé un peu avec notre prestataire de captation AMP et les enceintes sportives. On s'est dit, bon, finalement, l'énergie est pas trop mal. On va passer sur l'énergie électrique en principal. Et secours, on garde le groupe électrogène parce qu'on n'est pas à l'abri. Et on a encore eu des problèmes cette année. On n'est pas à l'abri qu'il y ait dans le stade de Castres la baraque à frites qui ne se branche pas là où ça doit se brancher. Et ça fait disjoncter le cas régie. Et nous, ça nous fait un noir antenne. On est en défaut de service vis-à-vis des ligues. On est en défaut de service vis-à-vis de nos abonnés. Et vu le prix des droits qu'on paye, on ne peut pas se permettre d'avoir des défauts de livraison. Donc il faut qu'on ait une vraie réflexion sur cette source d'énergie. On commence à l'avoir. Il est vrai que souvent les ligues nous imposent eux-mêmes la source d'énergie, principale ou secours. Quand on parle de Ligue des Champions, on nous demande un groupe électrogène, c'est marqué dans le cahier des charges. On essaye de travailler avec AMP pour justement essayer de transformer et de changer cette mentalité-là. Ça prend un peu de temps. Donc pour l'instant, on en est sur certains stades et pas tous les stades. Le groupe électrogène est uniquement un secours et l'énergie électrique du stade est le principal.
Mais du coup, on en parlait en préparant, il y a une question de partage du risque en fait. Il faut que l'ayant droit qui pose un cahier des charges accepte qu'il y ait un partage du risque quand on teste une nouvelle technologie, quand on met en place un nouveau système. Oui, bah en fait, ce partage de risque, il est tout le monde et personne en particulier. En fait, personne veut prendre la responsabilité. Nous, diffuseurs, on va pas vouloir prendre la responsabilité parce que il y a le risque d'une noire antenne. En fait, au final, ça va chez le prestataire et donc on a des petites solutions de contournement. On va lui demander, voilà, les moyens techniques que vous nous mettez à disposition, est-ce qu'en cas de coupure électrique, est-ce que ce moyen-là a des batteries et qui nous permettrait de garder une image malgré une coupure électrique? Donc ça, c'est ce qu'on arrive à faire, c'est ce qu'on arrive à travailler. Mais maintenant, tu as raison, les cahiers des charges des ayants droit nous imposent des choses qui sont passées et il faut qu'on travaille en amont avec eux pour leur faire changer cette mentalité-là. Oui, parce qu'en fait, est-ce qu'un groupe électrogène est plus fiable que le réseau en fait? Moi, je me souviens d'avoir travaillé sur non, pas forcément. 2023. Je te disais à Castres, en fait, par exemple, quand tu vas faire des matchs à Castres, ça peut être un basket à Cholet. J'ai rien contre ces villes, mais oui, la personne qui gère le clubhouse, elle branche sa baraque de frites et ça fait disjoncter le coffret électrique. Oh, puis, je tiens aussi à rajouter que parfois les groupes électrogènes tombent en panne aussi. Ça arrive. Voilà, donc, bon. Oui, donc c'est vraiment les ayants droit qui sortent le parapluie en mettant dans les cahiers des charges. Du coup, les diffuseurs le reportent sur les contrats de prestation. Et du coup, c'est Marc qui se retrouve à devoir assumer le risque de... En bout de chaîne, exactement. Pour info, on a produit la finale de rugby de Top 14 samedi dernier. Au Stade de France, il y a une énergie sécurisée, principal secours. On n'a pas du tout utilisé de groupe électrogène. Moi, je veux rappeler deux petites choses, là, que j'avais pris quelques notes. Sur ce qui est de la Ligue des Champions, en accord avec Christophe, on a basculé sur du HVO 100, donc du biocarburant. Ça fait maintenant 2 ans, je crois. Voilà, là où on était sur des GNR. Donc là aussi, on a grappillé. GNR, j'ai un gasoil non routier. Voilà. Et HVO, voilà, biocarburant. Et ça réduit, là, on a réduit un petit assez peu. fortement les émissions de gaz à effet de serre. Oui. Et juste sur la Ligue 1 et Ligue 2, aujourd'hui, côté MP Visual TV, on arrive à tracer pas mal de data depuis 2022, donc ça fait 4 ans. Aujourd'hui, je suis en capacité de vous dire que sur la Ligue 1, on utilise en moyenne, dans 95% des cas, on utilise l'énergie du réseau en principal. Voilà. Là où avant, comme le disait Christophe, de façon très empirique, on tournait essentiellement sur les groupes électrogènes qui nous paraissaient plus fiables que le réseau. Donc il y a eu des gros efforts. Et sur la Ligue 2, on est plutôt sur un taux entre 80 et 90% de nos prestations sur le réseau. Donc ça va plutôt en s'améliorant. Mais tout ça reste de la data très, très empirique. Nous, ce qu'on aimerait quand même, c'est une forme de standardisation des lieux qui nous accueillent, quoi. Des lieux, particulièrement des stades, quoi. Des stades, voilà. Et si on sort un peu des groupes électrogènes, tu me disais, Marc, il y a quand même beaucoup de choses qui dépendent. En fait, vous dépendez, quand vous venez capter un événement, vous dépendez de ce qui est mis en place dans le stade. Alors, sur l'approvisionnement électrique, on en a parlé, mais en fait, sur pas mal de choses, même des fois sur l'accès à une ressource en eau potable pour pouvoir éviter les bouteilles plastiques, sur pas mal de choses comme ça. Oui, on est complètement soumis et dépendant aux exploitants qui nous accueillent, hein, que ce soit des fois des municipalités, des clubs, des communautés de communes, puisque les enceintes sportives appartiennent à différents exploitants. Donc on se retrouve effectivement sur toute la question des déchets, de la gestion des déchets, sur la gestion des accès aux points d'eau potable. Il y a de l'eau, mais est-ce qu'on est en capacité d'aller remplir nos gourdes? La réponse est non aujourd'hui. Et même sur des grands clubs européens, voire des clubs qui ont remporté des Champions League. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve un peu démunis face à l'accueil sur un certain nombre d'enceintes sportives.
Si on change encore de sujet, évidemment, un des gros impacts de la captation, mais des événements sportifs, c'est le transport. Une des solutions, des pistes qui a été mise en avant lors de nos travaux, c'est le remote prod. Alors Delphine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait que du monde de l'audiovisuel ici, ce qu'est la remote prod? Je vais essayer de l'expliquer très simplement. Vous le savez, normalement, une production, qu'est-ce que c'est une production? Déjà, c'est des semi-remorques ou des petits moyens, plusieurs, avec au moins une vingtaine de personnes qui se déplacent par production. La remote production ou la production distante, on peut l'appeler aussi comme ça en français, ça permet de séparer en fait les choses. C'est-à-dire qu'on a un petit moyen qui reste local, attaché au site, parce que la captation, elle est dans un stade de foot ou dans une salle de hand. Donc là, évidemment, on a un peu de matériel, on a des cadreurs, des assistants son, quelques assistants vidéo. Et puis, ces caméras-là qui sont installées, évidemment, et ces micros aussi qui sont installés, sont remontés. Tous ces flux-là sont remontés jusqu'à un centre de remote production, un production center, comme vous voulez. On peut l'appeler des deux façons. Et là-bas, on a toute une équipe, on parle souvent d'équipe artistique, qui est attaché à ce remote center avec un réalisateur, des opérateurs ralentis, un opérateur graphique, le mixage audio de la production, le stockage, l'archivage quand il faut fabriquer des fichiers, voilà, des choses comme ça. Et ça nous permet d'éviter de déplacer, au lieu de déplacer 20 personnes, on peut en déplacer 10. Voilà. Et comme l'a très justement rappelé Maël, le nerf de la guerre dans les bilans carbone qu'on peut faire sur des productions, ça reste le transport du moyen technique, le groupe électrogène, mais surtout le transport des équipes qui travaillent sur cette production-là. Donc la remote production nous permet d'éviter de transporter trop de personnes. Donc ça c'est un premier point. Moi ça fait à Beansport, ça fait bientôt plus de 3 ans qu'on a travaillé sur des projets de remote production. Alors évidemment on a commencé petit par des petites productions parce que c'est une production différente d'une production traditionnelle. Voilà, il faut faire un peu de pédagogie, d'apprentissage aussi. Nous en tant que clients, côté prestataire aussi, et merci à MP de nous avoir accompagnés sur ce projet-là. Et on a maintenant du recul. Je peux vous donner juste 2-3 chiffres de combien de matchs on a fait la saison dernière où on a mis en place de manière beaucoup plus industrialisée la remote production. On a fait donc 153 matchs de Ligue 2 et 21 matchs de hand. Parce qu'on parle aussi de salles de hand et pas que des terrains de foot. On est sur 2 types de productions différentes. Voilà, donc ça, évidemment, ça nous permet de diminuer l'empreinte carbone de chaque production, mais aussi ça donne des idées pour d'autres types de projets. Et pour faire une référence avec le sport qui est actuellement sur beaucoup de télé, on a une Coupe du Monde de foot en ce moment aux États-Unis. Et là aussi, ils ont pu réaliser, HBS et FIFA ont mis en place de la remote production, mais simplement sur la partie ralentie et colorimétrie des caméras. Ils ont fait le choix d'éviter de déplacer beaucoup d'opérateurs partout entre les US, Mexique et le Canada. Et ça rentre dans les mœurs, ça se démocratise, et ce qu'on essaie de faire au fur et à mesure. Et du coup, est-ce que ça a vocation à se généraliser totalement, ou en fait c'est pas applicable non plus partout, ou alors il y a des limites aussi alors, il y a des limites techniques déjà. On a quand même la première limite, c'est la connectivité qu'on pourrait avoir sur les lieux de l'événement, parce que c'est important d'avoir un réseau fiable aussi. Donc en effet, sur les stades de foot, on n'est pas trop handicapé parce que culturellement, depuis le début des premiers matchs de foot de Ligue 1 ou de Ligue 2, il y a eu de la connectivité qui a été créée sur chaque stade. C'est beaucoup plus exotique et beaucoup plus compliqué sur les salles de hand qui sont souvent gérées par des municipalités. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est l'effort, l'investissement financier que tout le monde doit faire. Je dis bien tout le monde parce que je pense que c'est un sujet qui doit être porté aussi bien par le prestataire, qui doit être porté par nous diffuseurs, mais aussi par les ayants droit. Parce que si on veut la remote production, ça fonctionne.
on doit le développer. Et dans ce cas-là, il y a un partage des coûts et un risque financier et un risque aussi de responsabilité qui doit être partagé entre tous. Donc ça, c'est des discussions qu'on doit avoir, qu'on a déjà. On a déjà entamé ces travaux-là avec la Fédération française de foot, la FFF, on porte déjà le message, la LFP aussi, et il faut qu'on continue sur tous les autres ayants droit. Encore besoin de collaboration en fait. C'est le nerf de la guerre. Christophe, tu voulais... J'aurais rajouté sur la remote, il y a aussi, nous à Canal, on fait donc la Formule 1. Donc on fait 2 fois le tour du monde en une saison, on fait la moto, on fait 2 fois le tour du monde en une saison. Donc on s'est aussi posé la question comment on pouvait éviter de faire 2 fois le tour du tour du monde, ça coûte très cher. Il y a Marine qui est là, elle nous impose un peu de prendre le bateau ou le train. Donc du coup on a fait de la mise en image en remote, un peu sous le modèle que dont Delphine parlait, c'est-à-dire qu'on envoie juste des caméramans, on envoie juste des commentateurs, et il y a tout un réseau de tuyaux partout dans le monde qu'on utilise pour rapatrier nos images, et la mise en image, elle se fait depuis Canal+. À Canal+, on récupère le signal de la course, on récupère nos 3 caméras, et tout est coordonné depuis Canal. Et tu parlais de la Coupe du Monde, mais la Formule 1 réalise ses Grands Prix depuis Londres. Tous les Grands Prix de Formule 1 sont réalisés depuis Londres, ne sont pas réalisés sur site. Donc il y a un grand virage qui est en train d'être pris. Et il est plus simple de prendre ce virage quand l'organisateur a sa casquette d'organisateur, de détenteur de droits, de producteur, voire même de diffuseur. Quand on parle de Ligue 1, de Top 14, il y a trop d'intervenants. Et en fait, tout le monde se lance le sujet et personne ne le prend. Donc là, on a vu des exemples de leviers de décarbonation de l'audiovisuel. Il y a une chose que vous faites chez Beansport, alors, je pense que vous le faites aussi chez Canal+, c'est aussi finalement comment on essaye de sensibiliser et d'accompagner la transformation des comportements des téléspectateurs. Finalement, il y a beaucoup d'acteurs, de téléspectateurs qui sont influencés par le spectacle sportif dans son ensemble. Chez Bein, je sais que vous mettez en place plusieurs choses. Oui, en tout cas, on essaie de le promouvoir et de le mettre en lumière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le spectacle sportif, et en plus en ce moment avec une Coupe du Monde, on a envie de donner des éléments à nos abonnés et aussi, aussi bien sur les abonnés, on va dire, linéaires, mais aussi sur les abonnés sur le digital. Donc là aussi, on essaie on a une certaine responsabilité, nous, en tant que diffuseurs, éviter de montrer des images, par exemple des bouteilles d'eau, les fameuses bouteilles d'eau qu'on voyait un peu partout à l'époque où on voyait le sportif boire la bouteille d'eau et après la jeter. Les commentateurs aussi d'ailleurs. Les commentateurs aussi, évidemment, c'est bien de le rappeler. Et on essaie d'éviter, en tout cas nous en tant que diffuseurs, d'éviter de montrer ce type d'image-là qui, on sait, donne pas les bons réflexes et les bons exemples pour la jeune génération, parce qu'on travaille surtout sur la jeune génération aujourd'hui. On est aussi, on n'hésite pas à mettre en valeur aussi toutes sur des documentaires ou c'est surtout des documentaires d'ailleurs qui ont été réalisés par soit des clubs amateurs, soit par aussi des ayants droit. Par exemple, il y a eu un petit reportage qui a été fait par la WTA sur le Strasbourg. Voilà, ils ont fait un petit événement, ils ont bien communiqué sur le fait qu'ils ont fait une production éco-responsable et on a essayé de le relayer nous aussi à notre manière en diffusant leurs petits médias sur nos antennes. Voilà. Et on a aussi on a la chance d'avoir une équipe de présentateurs et de consultants qui sont aussi attentifs à ce type de sujet et qui aussi le promeut à l'antenne. Voilà, en laissant passer des petits messages un peu partout dans nos émissions. Je pense que les journalistes ont aussi besoin, et les commentateurs ont aussi besoin de s'acculturer au sujet pour être capables d'en parler, au mieux. Ouais. Bien sûr, aussi, ils ont participé à la fresque du climat. C'était important aussi de les embarquer dans ce sujet-là. Oui, on avait fait un petit exercice quand on a accompagné la direction des sports de France Télévisions, de regarder le poids carbone de leur production annuelle et de se dire s'il y avait 1% des téléspectateurs de Paris 2024 qui adoptaient tel geste, soit une recette végétarienne à la place d'un repas carné par mois ou 3 déplacements en vélo plutôt qu'en voiture de moins de 2 km par mois, ça faisait combien d'économies? Et on arrive vite à une réduction d'émissions de gaz à effet de serre bien plus importante que toute la production
d'une année de production de la direction des sports de France TV. Donc il y a vraiment ce sujet de finalement le sport et un peu ce pouvoir-là d'influencer aussi positivement pour réduire nos empreintes collectives, quoi. Bien sûr, non, mais c'est le cas. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur. Du coup, dans la mise en place de toutes ces solutions, Christophe, en fait, on a un besoin de concertation, d'arriver à mettre tout le monde en synergie. Qui peut jouer ce rôle-là d'impulsion de cette dynamique? Comment on arrive à ce que finalement, il y ait cet élan collectif? Je pense que le détenteur de droit ou l'organisateur de la compétition est le principal acteur de ce genre de tournant. Et avant d'écrire un cahier des charges, il faudrait qu'il y ait une concertation entre des diffuseurs, entre des gestionnaires d'enceintes sportives très très importants et qu'on puisse écrire un cahier des charges avec les prestataires évidemment, comme MP Visual TV. Il faudrait qu'on puisse écrire des cahiers des charges qui ont un sens, qui prennent en considération cette nécessité de trouver des solutions et de diminuer l'empreinte carbone, d'essayer de trouver des cohérences dans les calendriers sportifs. Un exemple, cette année, on a fait, il y a eu hasard du calendrier, hein, c'était pas fait exprès, un match de foot à Toulouse le samedi et un match de rugby à Toulouse le dimanche. Mais du coup, avec l'aide d'AMP Visual TV, on a fait le camion qui était là le samedi, il est resté pour faire le match de rugby le dimanche. Voilà, c'est des idées. C'est peut-être, on peut le faire 2-3 fois dans l'année, mais en plus du gain économique, bah voilà, ça a beaucoup de sens. Et donc ça, il faudrait que les fédérations, les ayants droit, travaillent entre elles aussi sur ce type de calendrier, ce type d'idées. Et ensuite, après, travailler avec les diffuseurs, avec les prestataires techniques pour qu'on essaye d'écrire un cahier des charges qui a du sens, qui nous demande pas, comme l'UEFA, on en parlait tout à l'heure avec Marc, l'UEFA, par exemple, nous demande un groupe électrogène de 330 kVA. C'est un groupe électrogène qui fait 3 fois la taille d'un match de top 14. C'est carrément hallucinant. Surtout qu'on n'en a pas besoin. C'est surdimensionné en fait. C'est surdimensionné. On en a éventuellement besoin pour un quart de finale, une demi-finale, mais pas pour les petits matchs du premier tour. Donc tout ça, voilà, il doit y avoir une meilleure concertation, une intervention en amont et non pas après, parce qu'après c'est trop tard. Et surtout mettre les gestionnaires de stade. Si eux ne sont pas de la partie, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Oui, puis je voulais juste rajouter sur la partie programmation, tu as raison, parce que ça va aussi dans le sens pour la remote production. Évidemment, plus on a des matchs qui s'enchaînent, mieux c'est aussi en termes de moyens techniques disponibles. Parce que là, si on a tous les matchs qui arrivent le samedi à 20h, le dimanche à 20h, on va avoir des problématiques d'embouteillage, on va dire, de moyens techniques pour pouvoir produire. Donc il y a aussi une gestion des calendriers qui est importante, des programmations de matchs, où il faudrait que les fédés se parlent et les ligues se parlent un peu plus, pour que ce soit plus facile aussi à produire et à diffuser. Ce qui va être compliqué cette année, parce que si je ne me trompe pas, 2026-2027, la Ligue 1, sa journée phare sera le samedi, comme celle du top 14. Donc on va se retrouver à pratiquement 13 ou 14 matchs le même jour, en simultané. Avec la Ligue 3. Maintenant, se rajoute la Ligue 3, où il y a le multiplex qui se rajoute le samedi. Combien de matchs? Je crois que c'est 8 matchs en simultané. Ça, c'est la superposition des matchs, mais je ne sais plus avec qui on échangeait. Aussi, il y a la question du circuit international, en fait. Quand on commence à avoir des manches qui font des ping-pong sur la planète, ça impacte aussi... Ça, on en parlait sur la Formule 1. Quand sur la Formule 1, on fait 2 fois le tour du monde, alors qu'en fait, on pourrait le faire qu'une seule fois. Mais non, le hasard du calendrier, des événements qui peuvent être faits qu'au mois de septembre et pas au mois de janvier, on se retrouve à faire 2 fois le tour du monde, ce qui est complètement ubuesque. Oui, Marc, la concertation, alors on dit qu'il faut associer les boîtes de prod, les prestataires. Est-ce que vous, des fois, vous échangez? En fait, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que moi, ça fait, je pense, 20 ans maintenant que je travaille sur les questions de la transition écologique du sport, les co-responsabilités des grands événements et tout ça. On est un écosystème, j'en vois plein que je connais, on est consultant, on est dans des ligues, on est dans un machin, toujours sur ces sujets RSE. En fait, c'est complètement hermétique.
avec le monde des médias, et jamais on l'intègre en fait, cette éco-responsabilité de la captation. Il y a comme une barrière. Vous avez des relations, des discussions sur les solutions techniques avec les ayants droit, avec ceux qui vont écrire les cahiers des charges, avec jamais? Non, très peu. Très peu. Nous, on répond à une demande la plupart du temps, mais on n'est pas dans la co-construction d'un projet ou de problématiques. Voilà, et c'est à la rigueur à l'échelle. Oui, c'est plutôt nous les diffuseurs, on est des trois de collaboration, mais en général, nous avec Christophe, on arrive après la bataille. En gros, le deal a été déjà fait, il n'y a plus vraiment moyen de négocier quelque chose avec les ligues ou les fédés. En effet, je pense que je suis assez d'accord avec Christophe. Il faut que ce type de discussion-là arrive au moment avant la saison. Mois de juin, on finit à peine la dernière saison et on s'assoit autour de la table et on explique tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire cette empreinte carbone pour produire ce match-là. Après, moi, je dissocierais bien quand même un environnement international qui est plus complexe, les enjeux sont plus importants. Déjà, si on arrive à quelque chose de plus... si on arrive à progresser sur le territoire domestique, déjà, on aura fait un grand pas. Et effectivement, comme le disaient Christophe et Delphine, si déjà on arrive à uniformiser, pour ne pas dire standardiser, à la fois les demandes des ligues, des fédérations, sur la partie des enceintes sportives qui nous accueillent, mais tout ça pour moi c'est sous la houlette des institutions. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde n'est pas mis au diapason. Et nous, on pourrait très bien se conformer à une directive, de se dire voilà, il y a un standard dans les clubs ou dans certains stades, il faut fournir telle énergie, il faut un point d'eau pour les équipes, etc. Et je pense, côté diffuseur, côté prestataire, s'il y avait un standard, nous, on y répondrait et on serait très content de mettre en place et de développer un certain nombre d'actions. Et je terminerai juste sur un point, parce qu'on est là quand même pour parler du guide EcoProd. Je note quand même que les travaux qui ont été entrepris par le biais de ce guide, finalement, on a parlé de biocarburants, on n'en aurait peut-être pas parlé avant la création. On a parlé de la maîtrise, une meilleure maîtrise des transports, on a parlé de remote production. Voilà, donc on voit quand même qu'on est sur une trajectoire qui est plutôt positive. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. Cette standardisation, elle commence par le guide où on s'est mis tous d'accord sur des recommandations, sur l'utilisation de l'outil Carbon Clap qui permet de faire l'évaluation de poids carbone de sa captation, et puis sur certaines ressources, avec notamment, je me permets de le souligner, mais en fait vous avez une fiche de qu'est-ce qu'il faut demander ou qu'est-ce qu'il faut comme caractéristiques techniques pour sécuriser l'alimentation via le réseau, que vous avez partagé et qui est dans le guide, et qui du coup un acteur du sport, que ça soit un gestionnaire, un club et tout ça, il a déjà dans ce guide-là une sorte de standard de ce qu'il faudrait atteindre pour garantir que on puisse se raccorder, et puis de manière générale le guide c'est un premier jet de standard. Oui, puis je pense que l'aventure démarre. Il y a un gros travail devant nous. C'est ça qui est bien. On sait qu'on peut s'améliorer, on peut améliorer les choses. Voilà, c'est plutôt positif, je trouve quand même, parce qu'on a commencé ce chantier-là il y a 2 ans. Pervenche, je crois que c'était il y a 2 ans. Donc c'est pas, voilà, on a été réactifs finalement. Complètement, et c'est financé avec le tour de table du ministère des Sports. Donc pour le coup, il y a les instances. Donc théoriquement. Christophe, tu voulais réagir, c'est le mot de la fin, il faut qu'on arrête, on a plus 3 minutes. Il y a un coût économique aussi. Aujourd'hui, un groupe électrogène vert, ça coûte plus cher qu'un groupe électrogène normal. Descendre des gens 3 jours parce qu'on préfère qu'ils prennent le train et pas l'avion, ça a un coût. La remote prod, parfois, coûte plus cher que de faire une production sur site. Et on a un univers des droits télé où l'équilibre est encore pas certaine. Donc, en termes de business model, il n'existe pas encore. Donc il faut attendre que tout ça se pérennise, et je pense que le virage va être pris. Oui, je pense qu'il va être pris, et d'autant plus que maintenant ne pas avancer sur ces sujets-là est aussi un risque de ne pas sécuriser son activité et tout ça face au changement climatique.
qu'on a pu connaître là, on a pu connaître certaines conséquences. Merci, on fait signe qu'on a déjà dépassé le temps. Merci, Merci à tous. merci aux intervenants. Merci Maël. Merci à Et vous. bonne journée. Merci.